Bonjour à tous et bienvenue dans Interaction épisode 68. Avec aujourd'hui au menu l'Afghanistan, l'élection présidentielle de ce samedi désignera l'homme à la tête du pays pour les 5 prochaines années. 72 000 hommes sont déployés sur le territoire pour tenter de sécuriser un scrutin à haut risque dans un pays où aller voter peut vous coûter la vie. Alors plusieurs questions se posent. Quel avenir pour les talibans? Comment le futur président tentera de sortir son pays du marasme économique? Et puis Trump tiendra-t-il ses promesses d'un retrait des troupes américaines? Nos experts vous répondent en direct avec aujourd'hui Jean-Luc Racine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS. À vos côtés, Jean-Pierre Perrin. Bonjour. Bonjour. Correspondant de guerre, écrivain, et vous êtes le commissaire d'une exposition consacrée à l'Afghanistan qui ouvrira dans quelques jours. Vous nous en parlerez. Nous sommes également en ligne avec Omar Saadad, l'ancien ambassadeur d'Afghanistan en France. Bonjour, monsieur Samad. Et puis Merci, Emmanuel bonjour. Derville, le correspondant en Afghanistan, Inde et Pakistan, notamment pour le Figaro. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Avec tout d'abord une première question sur les principaux candidats, les candidats favoris pour cette élection. Jean-Luc Racine, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Évidemment, le président sortant, Ashraf Ghani, que vous allez découvrir, et puis Abdullah. Oui, il y avait au départ 18 candidats. La commission électorale et les aléas de la vie politique afghane font qu'il n'y en a plus que 15, ce qui est quand même beaucoup. Et les deux candidats clés sont là. Ils sont déjà au pouvoir, les deux. Ils sont déjà au pouvoir, mais ce qui est intéressant, c'est que, comme à la dernière élection, il faut quand même rappeler que c'est la 4e élection présidentielle depuis la chute du régime des talibans, ce qui témoigne quand même d'un certain ancrage d'avancées politiques. Mais cela dit, ce qui frappe, c'est justement la division de la classe politique afghane. Et on trouve aujourd'hui parmi les candidats, outre donc les deux sortants qui étaient déjà les protagonistes clés de l'élection de 2014, on trouve un ancien patron des services secrets, on trouve un bon nombre d'anciens ministres et on trouve aussi Gulbuddin Hekmatyar, un homme clé du combat contre les soviétiques. On va l'entendre dans quelques minutes. Qui avait été donc au Pakistan pendant des années et qui finalement a pu rentrer au pays il y a quelque temps. Mais alors justement, entre eux, Ashraf Ghani et Abdullah, est-ce qu'il y a des vraies divergences sur le fond ou des petites nuances sur des programmes? Il n'y a pas de vraies divergences sur le fond. Ils viennent de gouverner ensemble pendant 5 voilà, ans. Ils défendent le même bilan. Oui, même si chacun a fait entendre sa petite musique, surtout Abdullah. On sentait Abdullah quand même un peu plus réticent à vouloir à tout prix un dialogue avec les talibans. Mais enfin, il a fait partie du gouvernement, il n'en est pas sorti, donc effectivement, le bilan est commun. C'est une présidentielle qui est dans un contexte très difficile, bien sûr, endeuillé par une multiplication d'attentats. L'ONU a précisé que juillet a été le mois le plus meurtrier pour les civils afghans depuis plus de 2 ans. Et puis, il y a un chiffre effrayant que la BBC avance. Au mois d'août, 74 personnes sont mortes en moyenne chaque jour. C'est habituel, Jean-Pierre Perrin. Je rappelle que donc vous êtes grand reporter, vous avez fait de nombreux reportages en Afghanistan. Alors, il y a une progression, effectivement, de la violence. La violence est là est fermement installée depuis 2010, disons, peut-être un peu avant ou un peu après. Mais effectivement, à chaque période électorale, les talibans étant férocement opposés à ces élections qu'ils estiment contraires à la charia et contraires à leur idée de l'avenir de l'Afghanistan, ils s'y opposent fermement et s'y opposent par la violence, effectivement. Toute personne allant voter est susceptible d'être tuée. Et cela dit, on voit quand même les Afghans aller voter malgré la menace. Alors, je pense qu'ils ne sont pas forcément satisfaits du système électoral tel qu'il est mis en place avec ses irrégularités, ses fraudes et le reste, mais ils ont quand même un souci d'aller voter. Et je crois que tout simplement, pour exprimer ne serait-ce qu'un mécontentement vis-à-vis de l'État, les Afghans sont traditionnellement très hostiles à l'État, qui ne fait effectivement pas grand-chose pour eux, et au moins les élections leur permettent de s'exprimer ou de leur donner l'impression de s'exprimer. Alors effectivement, on dit qu'ils suivent le chef de clan, de tribu, de l'ethnie, mais c'est aussi parce que le pouvoir ne leur donne pas grand-chose. Donc, alors certains vont aller voter, d'autres sont plus pessimistes. Voici 2 témoignages d'habitants de Kaboul qui sont entre la résignation et le sentiment que cela ne va rien changer. It's very likely that I do not vote on the day of on the election day because I have lost my trust in the electoral bodies, and I don't think
if my vote as a citizen will be counted. رأی نمیدیم با اینکه نارامی شد روز به روز نارامی شده میره با کی رأی بدیم با هر کسی که رأی بدیم او بیفایده است رأی ما بیفایده است هنوز ناامنی زیادتر میشه دیگه آدم با کی رأی بده. Emmanuel Derville, vous êtes le correspondant, notamment pour le Figaro en Afghanistan, Inde et Pakistan. À quel point cela représente un risque d'aller voter samedi en Afghanistan? Le risque, il est quand même très lourd, puisque les talibans, comme à leur habitude, ont demandé aux électeurs de ne pas aller voter. Pour eux, c'est assez simple, hein, cette élection, elle est organisée par un régime qu'ils considèrent comme impie et impur, parce qu'il est le produit de l'invasion occidentale en 2001. Et surtout, ce qu'ils indiquent d'ailleurs dans leur propagande officielle, c'est que ces élections, c'est une farce. Et ils s'appuient d'ailleurs sur les irrégularités qui avaient été commises en 2014 pour dire qu'en fait, ces élections ne servent à rien et que c'est une sorte de farce pour légitimer un gouvernement qu'ils considèrent comme une marionnette de l'Occident. Merci Emmanuel. On va aussi parler du risque de fraude qui est présent, en tout cas dénoncé par certains candidats. Vous allez entendre le candidat effectivement dont vous parliez à l'instant, Gulbuddin Hekmatyar, l'un des 15 candidats restants à la présidentielle. شفاف او عادلانه نه دولت او بارانیان متاسفانه دواړه لګیا دي د غواړي چې دا انتخابات تر مخکې هم زیات شرمناک او له تقلب ډک. Omar Sadat, vous êtes l'ancien ambassadeur d'Afghanistan en France. C'est un risque réel, la fraude pour cette élection. Des fraudes ont déjà été constatées dans les précédentes présidentielles. Oui, absolument. Je pense que la majorité des Afghans sont vraiment, ils en ont assez de fraude. Ils ont vu ce qui s'est passé non seulement en 2014 avec les présidentielles, mais aussi l'année dernière avec les élections parlementaires. Alors, cette fois-ci, ils attendaient voir des réformes. Et il n'y a pas eu beaucoup de réformes du tout. Et je pense que une certaine partie du gouvernement, surtout alliée avec M. Ghani, ne voulait pas qu'il y ait des réformes réelles et sérieuses. Alors, je pense que la population afghane va se méfier avec toutes ces menaces des talibans d'un côté et de la menace de fraude de l'autre côté. Je pense qu'on va voir ce samedi, si les élections se déroulent comme prévu, on va voir très peu de gens qui vont aller voter ce scrutin, ce qui est bien sûr à cause du danger, mais aussi à cause de la fraude. Jean-Luc Racine, il y a procès en illégitimité qui est fait presque en avance de ce que donneront le résultat des urnes, mais c'est pas nouveau quelque part. Et ça montre aussi une division qu'il y a évidemment dans la société entre les talibans et le gouvernement actuel, mais au sein même, c'est ce que vous rappeliez, entre les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. Oui, je crois qu'il faut distinguer la position des talibans qui considèrent, et l'émirat islamique, puisque c'est leur nom, a refait des déclarations le 23 septembre. Aujourd'hui même, la commission militaire des talibans a de nouveau appelé au boycott et à la menace contre tous ceux qui iraient voter. Donc évidemment, ça peut faire réfléchir certains. Mais au-delà de ça, le procès en illégitimité, qui est un procès absolu de la part des talibans, qui considèrent que tout ça, ça n'est jamais que des manœuvres américaines, ce qui est quand même un peu sommaire comme analyse. Mais de l'autre côté, on a les opposants à Ashraf Ghani, le président, qui l'accusent de vouloir justement favoriser des fraudes, où on met en cause ce que vont être les bureaux de vote qui seront fermés pour des raisons sécuritaires. Et ça crée une atmosphère qui n'est évidemment pas très propice. Et du coup, on comprend ce que disait le jeune homme de la première interview. Quand il disait « moi, je ne suis pas sûr, si je vais voter, est-ce que ma voix sera prise en compte ?» Ça, c'est un écho direct de ce qui avait été dit pendant les dernières élections législatives de 2018 auxquelles M. Samad faisait allusion. Alors l'enjeu pour le prochain mandat, c'est un peu le même que pour le précédent, c'est l'enjeu sécuritaire. C'est probablement la première préoccupation d'ailleurs pour les Afghans. On va vous montrer une carte que l'on va pouvoir commenter et puis vous montrer tout au long de cette émission. Et Jean-Pierre Perrin, est-ce que déjà vous pouvez nous commenter
cette carte et nous montrer à quel point il y a une complexité politique, administrative, tribale en Afghanistan? Oui, alors déjà, les périphéries, évidemment, de l'Afghanistan sont largement tenues par l'insurrection, pas partout, mais tout ce qui concerne l'Est de l'Afghanistan, il y a une grande présence des talibans, et une présence aussi beaucoup plus menue, moindre de l'État islamique maintenant, qui a fait depuis quelques années son introduction dans le pays et qui est en lutte évidemment avec les talibans, puisqu'ils sont concurrents. Nous avons tout le sud, vous voyez par exemple la province de Lashkar-Gah, qui sont vraiment des provinces entièrement acquises aux talibans, autour de Kandahar évidemment, mais ça grimpe aussi, la montée taliban est en direction d'Herat. Nous l'avons maintenant dans le nord. Kunduz était une ville qui a été à plusieurs reprises conquise par les talibans, puis perdue, avec à chaque fois un lot d'exactions assez phénoménal. Mais du coup, comment administrativement c'est possible de gérer un pays alors qu'on ne tient même pas 50% du territoire de son pays? C'est simple, dans des grandes parties de l'Afghanistan, évidemment, l'État n'est plus présent, l'État n'est pas représenté. Alors il y a un certain nombre de districts aussi qui sont talibans, disons, la nuit, et qui sont pour le gouvernement le jour. Donc ça rend encore le paysage afghan beaucoup plus compliqué. Nous avons simplement le centre, vous voyez, qui est sur la carte, qui sont la région Hazara du pays, peuplée de chiites, qui sont épargnés par la montée des talibans, par la progression des talibans, avec quand même parfois des attentats, mais c'est une région qui pèse très très peu au niveau économique et au niveau politique. Donc simplement, on peut dire que le gouvernement contrôle les principales villes du pays, qu'à ce jour, excepté Kunduz, les talibans n'ont pas réussi à conquérir et à tenir une ville importante. Et bien sûr, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'une coalition gouvernementale serait possible entre les talibans et le gouvernement? Alors bien sûr qu'il y a un contexte de menaces, de violences, de très nombreux attentats. Et le ton employé, qui est souvent d'ailleurs très dur, vous allez écouter Ashraf Ghani, le président afghan, il y a 2 semaines, qui s'exprimait, qui menaçait, disons, les talibans devant une caserne militaire. Du coup, on peut poser la question, que veut vraiment Ashraf Ghani quand on entend le président afghan formuler de telles choses? Oui, enfin, il ne fait que répondre simplement aux menaces des talibans, qui tiennent un langage extrêmement dur également. Oui. Et effectivement, Ashraf Ghani leur a tendu la main. À chaque fois, ils n'ont pas, non seulement ils n'ont pas répondu, mais ils ont multiplié les... Et puis, quand même, la commission pour la paix, plus exactement son nom, qui était un temps dirigée par l'ancien président afghan Rabbani, ils l'ont tué quand même. Donc on a quand même une volonté de refuser toute main tendue, toute proposition de négociation qui vient d'un gouvernement qui considère comme illégitime. Ce n'est pas le cas évidemment si la proposition vient de la part des Américains. Mais là encore, est-ce que ce sont des négociations de paix? Non, ce sont des négociations pour que l'armée américaine puisse sortir tranquillement du pays sans tomber dans des embuscades et avoir un peu de temps devant elle. Emmanuel Derville, vous aviez posé la question, d'ailleurs dans les colonnes du Figaro il y a quelques mois, que veulent vraiment les talibans? Je vous repose la même aujourd'hui. Est-ce que déjà les choses ont changé depuis votre article et que veulent-ils vraiment pour l'avenir du pays? Alors, c'est vrai que les talibans, c'est quelque chose qu'on a un peu tendance à oublier, mais quand le mouvement des talibans a émergé en 1994, et depuis 25 ans en fait, c'est un mouvement qui a produit énormément de textes. Des pamphlets, des poèmes, des articles un peu à connotation journalistique, si on peut dire ça comme ça. Il y a eu beaucoup de discours. Il y a eu une autobiographie du Mollah Omar. L'actuel chef des talibans, le Mollah Akhundzada, a écrit un livre aussi lui-même il y a quelques années. Donc quand on ramasse tous ces documents, ça donne effectivement un mouvement qui, quelque part, est intéressant parce qu'il est travaillé par 2 objectifs. Le premier objectif principal, c'est d'édifier un émirat islamique pur. C'est un terme qui revient souvent, cet adjectif, dans la propagande talibane. Un émirat islamique pur bâti sur la charia en Afghanistan. Et donc, ça veut dire qu'on va mettre en place une constitution qui sera en fait une théocratie où le commandant des croyants
sera le chef suprême. Quand on reprend la constitution que les talibans avaient préparée avant la fin de leur régime, avant la chute de leur régime en 2001, il y avait une vague assemblée législative qui était composée de doulémas, c'est-à-dire de docteurs en sciences islamiques, mais ce n'était pas vraiment l'idée il n'y a pas de volonté de faire une démocratie avec les talibans. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche en tout cas. Et aujourd'hui encore, quand on lit leur propagande, il n'y a pas de trace, il n'y a pas de volonté d'accepter un quelconque régime démocratique en Afghanistan aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est le premier objectif fondamental des talibans, comme je le disais tout à l'heure, voilà, instaurer un régime islamique pur selon la tradition hanafite, qui est un des courants théologiques de l'islam sunnite. Et puis le deuxième objectif, qui est un peu moins explicité, mais qui quand même revient de temps en temps dans leur production littéraire, c'est l'idée que le mouvement doit épauler les groupes islamiques armés qui souhaiteraient instaurer eux aussi un régime islamique dans leur pays d'origine. C'est-à-dire que ce mouvement a aussi quand même une vocation un petit peu, peut-être pas universelle, mais une vocation d'étendre son action à travers l'Oumma, c'est-à-dire la communauté des croyants. Il ne faut quand même pas oublier que dans l'autobiographie qui était sortie en 2015 du Mollah Omar, le livre expliquait notamment que c'était le devoir de tout musulman de libérer la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Et donc on est quand même loin, d'un régime qui se contenterait uniquement, ou plutôt d'un mouvement qui se contenterait uniquement d'œuvrer pour l'Afghanistan. Et on semble loin effectivement d'un mouvement qui serait prêt à partager le pouvoir. Du coup, Omar Samad, je vois deux options. Soit les talibans vont rester ad vitam aeternam des insurgés et de la situation actuelle finalement, soit ils retournent aux affaires, mais seuls. Est-ce que ce sont également les deux options que vous voyez ? Non, moi je vois l'option un peu de mélange entre partager le pouvoir avec les autres afghans. Et je crois que c'est le but le plus réalistique, parce que sans un processus de paix qui ingère tous les côtés, que ce soit le prochain gouvernement, ou que ce soit les représentants politiques et sociaux de l'Afghanistan, ils doivent se mettre à table avec les talibans et discuter le futur et l'avenir du pays, parce que sans ce processus de paix et de dialogue inter-afghan, ça sera, ou comme vous le dites, ça sera la continuation de la guerre perpétuelle, ou que ça va être, bien sûr, à un moment ou à un autre, peut-être les talibans qui vont gagner et qui vont avoir la main haute et prendre le pouvoir dans tout le pays. Ce qu'on veut éviter, on veut trouver une autre solution qui soit réelle et qui soit pratique pour tous les Afghans. Mais alors, qu'est-ce que vous faites de ces négociations qui ont eu lieu depuis un an entre les Américains et les talibans, notamment à Doha? Est-ce que vous les considérez légitimes? Bon, légitime entre les États-Unis et les talibans, mais ça n'implique pas les autres Afghans pour le moment, mais ça doit à un moment ou à un autre avancer vers un dialogue inter-afghan. Il n'y a pas d'autre moyen. La population afghane le demande. Les hommes politiques qui ne sont pas tous impliqués aujourd'hui dans le scrutin, ils pensent que c'est le seul moyen. Et je pense que la paix est la priorité en Afghanistan. C'est pour ça que les élections sont un peu compliquées et que ce n'est pas le bon timing pour les élections. Mais bon, on va y aller. Il y a beaucoup de risques avec ces élections. Il peut y avoir une crise interne à cause du fait que M. Ghani veut rester au pouvoir et qu'il veut que tout soit fait avec son accord et que ce soit lui qui dirige tout. Mais c'est là où ils doivent tous, les dirigeants afghans, comprendre que le problème afghan ne peut pas être résolu avec une seule personne ou un seul dirigeant. C'est un problème qui a duré une quarantaine d'années et tout le monde doit être à table. Merci Omar Samad, car effectivement, il y a une donne dont on n'a pas encore parlé, c'est la présence militaire américaine en Afghanistan. Elle est aujourd'hui autour de 14 000 hommes dans une guerre, on le rappelle, qui est la plus longue de l'histoire des États-Unis. Et depuis un an, Washington et les talibans négociaient un possible accord de paix. Au dernier moment, c'est-à-dire le 7 septembre, patatras, l'accord finalement ne sera pas signé avec des déclarations de Donald Trump en ce sens. Jean-Luc Racine, est-ce que rapidement, déjà, vous pouvez nous rappeler ce qui était dans la balance dans ces négociations ? Alors, il y a deux choses et deux étapes. Ce qui était accepté, nous dit-on, indépendamment des décisions de Donald Trump, c'était
on se met d'accord sur un calendrier de retrait des forces américaines, pas dans les 15 jours, pas dans les 6 mois, mais dans un délai raisonnable. Et en contrepartie, les talibans s'engagent, et ils se sont engagés, ça vaut ce que ça vaut, à ne plus, s'ils revenaient aux affaires d'une façon ou d'une autre, tolérer sur le sol afghan des groupes terroristes internationaux. Ça, on croit savoir, puisque les Américains n'ont pas été toujours extrêmement détaillés dans le contenu de l'accord qui a finalement capoté, mais on croit savoir que ces 2 points étaient acquis. Alors, le calendrier de retrait, est-ce qu'on garde 2000 hommes, est-ce qu'on garde 2 ou 3 bases? Et puis, la deuxième étape qui devait suivre, c'était celle qui aurait permis, après le retrait américain ou pendant le retrait américain, l'ouverture d'un dialogue, voire d'une négociation, entre les talibans et les Afghans. Je dis les Afghans parce que la position talibane, c'est on ne négocie pas avec, je cite, les fantoches de Kaboul, mais en revanche, au fil des rencontres que les talibans ont eues, en particulier à Moscou, mais aussi en marge des négociations avec les Américains à Doha, il y a eu des rencontres entre ce qu'on va appeler, pour faire bref, la société civile afghane ou des forces politiques d'opposition et les talibans. Donc les contacts existent. Ils existent aussi, bien sûr, avec les gens au pouvoir, mais ça, c'est beaucoup plus discret. La question, c'est peut-on imaginer que ce que souhaite M. Samad puisse se concrétiser, puisque une partie de la société afghane tient absolument à préserver ce qu'ont été les acquis, les progrès qu'on va appeler démocratiques pour faire bref, depuis la chute des talibans. Entre autres, la question des femmes. Mais finissons cette parenthèse sur la négociation. Jean-Pierre Perrin, effectivement, le 7 septembre, Donald Trump dit finalement les négociations ont échoué. Alors la cause qui est invoquée, c'est parce qu'il y a eu un énième attentat des talibans et qu'un soldat américain a trouvé la mort. Oui, l'argument n'est pas recevable vraiment, parce que finalement, d'abord, les talibans ont toujours dissocié leur action militaire de leur action diplomatique. Ils n'ont jamais fait dépendre l'un de l'autre. Pareil pour les Américains d'ailleurs. Donc un soldat américain tué, bon, c'est le 14e ou le 15e de cette année. Mais les Américains, pendant le même laps de temps, c'est-à-dire les 2 derniers mois, je crois, ont revendiqué avoir tué plus de 1000 talibans, vous voyez. Donc je ne crois pas que ça soit vraiment l'argument recevable. Simplement, je pense qu'une partie de l'entourage de Donald Trump ont été profondément choqués par le fait, d'une part, que cette rencontre se situe à Camp David, qui est quand même un grand symbole de la diplomatie américaine, la résidence d'été des chefs, la résidence secondaire, si on veut, des dirigeants américains, d'une part, et puis qu'elle se tienne quelques jours, 3 jours, je crois, avant la commémoration du 11 septembre. Donc vous avez des gens qui ont accueilli Ben Laden, qui vont se retrouver à Camp David 3 jours avant la commémoration hautement symbolique du 11 septembre. Ceci a vraiment, je crois, choqué une partie de l'entourage américain, dont on sait également que l'armée américaine n'est pas favorable aussi à un retrait de l'armée américaine d'Afghanistan, d'autant que les chiffres sont quand même, des pertes américaines sont quand même relativement faibles par rapport à ce qu'elles ont été auparavant, c'est vrai. 14, peut-être une quinzaine de tués pour 2019, enfin l'année n'est pas finie. Oui, et d'ailleurs, depuis le début de la guerre, c'est environ 2350 soldats américains tués. Est-ce que, Jean-Luc Racine, vous partagez l'avis de notre chroniqueur international, Renaud Girard, qui dit Afghanistan, ne pas partir trop tôt, évidemment, car le risque, c'est que le vide soit vite comblé par les talibans. Alors, la réponse à ça du président Ashraf Ghani était de dire bon, mais si les Américains partent ou enlèvent la moitié de leurs troupes, on y arrivera. Puisque l'armée afghane s'est quand même reconstruite ou consolidée depuis 2013-2014, mais c'est elle qui paie le plus le prix de la guerre. Avec les civils, bien sûr. Avec les civils, mais le chiffre des pertes des militaires et de la police nationale est tout simplement effrayant. 40 000 sur 5 ans, je crois. C'est ce qu'a dit Ashraf Ghani, mais il s'est contredit par rapport à une autre. Donc ça paraît quand même ça absolument énorme pour un total de force de l'ordre de 300 000 ou maintenant un peu moins de 300 000. Et c'est pour ça que les forces de sécurité afghanes ont du mal à recruter d'ailleurs. Oui. Mais au-delà de ça, bien sûr que et le propos vient d'Afghanistan même,
il ne faut pas partir trop vite et le calendrier du retrait ne doit pas être décidé par la campagne présidentielle américaine que Donald Trump est en train d'engager. Bien sûr. On a parlé de la donne américaine, de la donne un petit peu politique aussi. Il y a une donne régionale qui est importante aussi, notamment avec le Pakistan et l'Inde. Emmanuel Derville, comment vous la résumeriez, cette donne régionale, sur la question talibane, justement? Alors, il faut commencer par parler un peu du Pakistan si on veut répondre à cette question. C'est un fait que depuis sa création en 1947, le Pakistan craint une hégémonie indienne en Asie du Sud, notamment parce que le Pakistan est persuadé que l'Inde, et en particulier les fondamentalistes hindous qui sont au pouvoir en Inde en ce moment, l'Inde n'a jamais accepté la création du Pakistan en 1947. Je rappelle que le Pakistan est le fruit de la partition des Indes britanniques en 1947. Donc ça, c'est une première chose. Et donc, du coup, c'est dans cet esprit-là que le Pakistan, depuis très longtemps, soutient les talibans afghans dans l'espoir d'avoir un régime allié, un régime très ami du Pakistan en Afghanistan. Voilà, précisément pour contrer cette hégémonie indienne qui les inquiète tant. Le problème, c'est que depuis quelques semaines, un certain nombre de ministres indiens, et je pense notamment au ministre de l'Intérieur, mais également au ministre de la Défense et au ministre des Affaires étrangères, ont tous les trois déclaré que l'Inde comptait bien tôt ou tard reprendre, ou en tout cas prendre le contrôle du Cachemire pakistanais. Donc il y a à la fois dans cette région-là ce que les Pakistanais appellent l'Azad Cachemire, le Cachemire libre, et puis la région du Gilgit-Baltistan. Donc ce Cachemire pakistanais, ça représente quand même 10% du territoire pakistanais, ce qui n'est pas négligeable. Et donc ces déclarations, alliées d'ailleurs aussi à l'abrogation de l'autonomie du Cachemire indien par le gouvernement indien au début du mois d'août, tout ça en fait renforce encore l'appréhension et la crainte du Pakistan, toujours encore de cette hégémonie régionale indienne. Et donc on ne peut pas exclure l'hypothèse que dans ce contexte où le gouvernement indien finalement devient très agressif à l'égard du Pakistan, on ne peut pas exclure l'hypothèse que le Pakistan se dise peut-être que nous devrions intensifier encore notre appui, notre soutien aux talibans pour faire en sorte que les insurgés afghans gagnent du terrain, étendent leur conquête, étendent leur influence. Et donc évidemment ça peut se faire peut-être au détriment du processus de paix en Afghanistan. Mais on voit bien là quand même que le discours peut-être un peu très offensif, oui, on va dire ça comme ça, du gouvernement indien de Narendra Modi plonge quand même l'Asie du Sud et en particulier l'Afghanistan dans une période d'incertitude et peut-être potentiellement renforcer l'instabilité dans la région. Omar Samad, un commentaire sur ce que Emmanuel vient de nous dire et plus généralement aussi sur ce double jeu dont on accuse souvent le Pakistan. Oui, merci. Avant que je réponde à cette question, je vais vous dire que, juste pour les dernières données, que pendant les 5 dernières années, on a perdu au-delà de 50 000 militaires et forces police en Afghanistan et au moins le double parmi les civils. Ça, c'est choquant et c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Et c'est pour ça qu'il faut trouver une solution assez rapide, mais une bonne solution. Je ne parle pas de n'importe quelle solution. Une solution qui soit juste, une solution qui soit durable, une solution qui soit afghane, mais bien sûr la région. La région est très importante. L'Afghanistan, à cause de sa géographie, n'a pas d'autre moyen. Il faut trouver l'équilibre. C'est l'équilibre géopolitique qu'il faut trouver en Afghanistan entre tous ces différents pouvoirs, que ce soit les voisins, que ce soit les grands pouvoirs mondiaux qui, eux, ont leurs enjeux, que ce soit l'Inde ou le Pakistan, que ce soit l'Iran, l'Arabie saoudite, que ce soit les Russes et les Chinois et les autres. Vous voyez, l'Afghanistan a un problème, mais aussi c'est une opportunité pour recréer cet équilibre géopolitique à travers l'Afghanistan. C'est là où les Afghans je pense, ont dû faire un peu plus pour convaincre tout le monde qu'on peut trouver une solution. Et les autres, bien sûr, doivent cesser d'intervenir négativement à l'intérieur du pays, surtout les pays voisins tels que le Pakistan. Merci beaucoup Omar Saadad. Un mot enfin, Jean-Pierre Perrin, sur cette exposition dont vous êtes le commissaire, qui va ouvrir dans quelques jours à Bayeux, oui. Pour le prix des correspondants qui a lieu chaque année. C'est déjà déroulé également à Sarajevo et donc la même exposition. Alors racontez-nous un petit peu l'ambition de cette exposition et pendant ce temps on va vous montrer quelques photos consacrées à cette guerre en Afghanistan, pendant que je perds mon stylo, qui s'étale sur une vingtaine d'années. Alors c'est une
une exposition qui retrace les 40 dernières années de l'Afghanistan, donc 40 dernières années de guerre, où la population afghane n'a quasiment connu que de rares moments de répit entre deux phases ou différentes phases de la guerre. Cette guerre d'Afghanistan qui a commencé par une rébellion localisée, disons, en réponse au coup d'État communiste de 1978, et puis ensuite avec l'invasion soviétique qui a pris une dimension internationale, puis accueillant après cette interminable guerre civile inter-afghane qui a fait suite à la chute du régime communiste et au départ des soviétiques, qui a provoqué l'irruption des talibans. Alors nous avons toutes ces phases, l'entrée en guerre des États-Unis, la défaite des talibans, le retour des talibans, donc 40 années de guerre à travers évidemment plus de 300 photos. Par exemple, celle-ci que l'on vous montre avec des talibans qui sautent de joie. Voilà, c'est l'entrée des talibans à Kaboul en 1996. Donc effectivement, ils ont remporté une belle victoire face au commandant Massoud, qui sera obligé de quitter la capitale afghane pour se réfugier dans son Panjshir natal. Et ils seront chassés du pouvoir 5 ans plus tard, donc voilà, par les Américains. Par les Américains, à la tête d'une coalition internationale. Et alors, il y aura également de la bande dessinée, des dessins d'enfants, et puis une part importante qui est donnée à la poésie afghane, en particulier la poésie des femmes, qui est totalement méconnue, inconnue, et qui effectivement n'est pas facilement... c'est une poésie essentiellement orale. Accessible, oui. Oui, elle est essentiellement orale, donc elle sera émaillée, cette exposition, de courts poèmes qu'on appelle des landai, des femmes afghanes, et qui sont absolument un continent à découvrir par leur richesse d'une part, mais aussi par l'audace de ces femmes qui s'expriment dans ces cris, dans ces vers jetés finalement à la face du ciel, et elles donnent une image totalement différente de la femme afghane, et elles émailleront donc cette exposition. Eh bien, on a hâte que ça commence. Regardez par exemple cette dernière photo encore avec alors cette fois-ci un soldat russe, me semble-t-il, qui quitte le territoire afghan. C'est en quelle année environ? Alors tout simplement, c'est en février 1989. C'est le départ du dernier régiment de l'armée soviétique en Afghanistan. Et ce qui montre bien que le pays est dans une guerre, à la fois une guerre au sens classique du terme et une guerre civile depuis plus de 40 ans maintenant, et que la présidentielle de samedi, c'est un moment privilégié, important et décisif dans l'avenir du pays. Les dates de cette exposition, à partir du 7 octobre. À partir du 7 octobre à Bayeux. Jusqu'au 20. Jusqu'au 20. Oui. Merci infiniment d'avoir été à cette table. Jean-Luc Racine, je rappelle, vous êtes directeur de recherche au CNRS. Omar Samad qui était avec nous depuis Washington, et Emmanuel Derville dont vous lisez régulièrement les articles dans Le Figaro. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Figaro Live.